Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Psy Pratique et aujourd'hui je vais répondre à la question de Wilfried qui est comment est-ce que fait mon psy pour garder sa distance. Et de façon plus générale, ça va répondre aussi à la question comment garder de la distance avec ce qui nous est dit en séance pour les psychologues. Et pour répondre à cette question, aujourd'hui je ne vais pas me référer à des articles ou à des livres précis. En fait, je vais plus me baser sur ma propre expérience et les discussions que j'ai avec mes confrères et consoeurs et confrères, et qui m'expliquent comment eux ils font, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi est-ce que parfois ça rate, et pourquoi est-ce que parfois, tant pis, le moi arrive dans les séances, s'invite dans les séances, et que du coup la distanciation n'y est plus. Alors du coup, pour répondre à cette question, je vais partir de trois choses qui vont parfois un peu s'entremêler. Je vais partir d'un point de vue purement théorique, d'un point de vue pratique, comment est-ce qu'on fait, et d'un point de vue individuel aussi, qu'est-ce qui se joue ou comment est-ce qu'on fait. Donc déjà, la première chose, c'est que quand on a toute la journée des personnes qui nous expliquent leurs difficultés, leurs malheurs, vraiment, ils viennent déposer leurs plaintes ou des choses comme ça, c'est assez lourd, ça c'est bien évident, tout le monde en a conscience, parce que beaucoup de personnes disent « Ah mais moi je pourrais jamais faire ce métier parce que, écouter le malheur des gens toute la journée, oui c'est vrai, c'est difficile ». Et c'est pour ça que je pense Wilfried me pose cette question, c'est que comment est-ce qu'on fait quand on a affaire qu'avec du difficile. Alors déjà, ce n'est pas toujours difficile. On a des séances dans la journée, on va avoir, je sais pas moi, 10-15 séances. Sur les 10-15, il va y en avoir, 3-4 qui vont être vraiment difficiles. Mais il va y en avoir la majorité qui vont relativement bien se passer, qui vont être de l'avancée régulière et d'un travail de fond ou quoi que ce soit. Encore une fois, je parle du travail de psychologue, non pas du travail de psychiatre. Puisque je pense que pour les psychiatres, c'est une autre pratique, bien évidemment, mais aussi les problématiques quotidiennes ne sont pas les mêmes. Voilà, même s'il y a des ressemblances, mais bon. Et donc la première chose que va faire le psychologue, c'est de se référer à sa théorie. Vraiment, je pense que c'est ça qui est la base de chez la base, c'est de toujours, en fait, essayer de faire le pont, de faire le lien entre ce que nous dit la personne et la théorie. Si on est complètement pris dans ce que dit la personne, en fait, fondamentalement, on ne travaille pas, on ne fait pas son travail, on est juste dans l'écoute. On va répondre avec soi-même, ça n'a aucun sens, ça sert à rien d'être payé pour ça. Autant discuter avec un ami autour d'une bière. Par contre, si le psychologue, il est toujours en train de faire un aller-retour entre sa théorie et ce que dit le patient pour pouvoir savoir comment le positionner dans sa psyché, faire un travail de diagnostic, faire un travail de diagnostic structurel aussi, tout simplement, de savoir est-ce qu'on a affaire à une psychose, une névrose, une perversion, si c'est une psychose, laquelle, une perversion, laquelle, une névrose, laquelle, et ainsi de suite, quel est le rapport d'objet, quels sont les mécanismes de défense, essayer de repérer tout ça, et mine de rien, faire cette cartographie mentale de notre patient, eh bien, ça fait qu'on l'écoute, mais on l'écoute dans une écoute entre guillemets active pour arriver à le cartographier. Et ça, mine de rien, il peut raconter un petit peu ce qu'il veut. On sera quand même moins touché si on est capable en fait de réfléchir à comment est-ce qu'on est dans un ailleurs. On n'est pas vraiment dans le tout de suite là maintenant. On est dans un ailleurs et ça crée vraiment une bonne distance. C'est vraiment, je pense, le point essentiel. Et s'il n'y a pas ça, d'une, on se fait bouffer, et de deux, je pense pas qu'on travaille si on fait pas ça. Donc il y a toujours ce rapport à la théorie à laquelle on se réfère. Et savoir aussi quelle est la réalité psychique qui est la sienne. Essayer dans cette cartographie, pas juste de la pathologiser, de dire voilà, on est face à un obsessionnel ou quoi. Non,
il y a aussi tout simplement voir où est sa réalité psychique à lui. Si pour lui telle chose est un trauma, ben, voilà, il faut l'intégrer et l'entendre comme un trauma. Si telle chose, par contre, il a réussi à le passer sans aucun problème, il faut que ça aussi on arrive à le cadrer, enfin l'intérioriser, le comprendre, le saisir parce que ça va nous servir pour les séances suivantes, pour savoir comment est-ce qu'on va l'aiguiller, est-ce qu'on peut aller vers ce type de travail ou est-ce qu'au contraire il faut qu'on aille vers un autre type de travail. Donc ça c'est vraiment le rapport à la théorie. D'un point de vue pratique, il va y avoir aussi quelles sont les méthodes que je vais privilégier avec ce patient. Donc certains psys vont utiliser des méthodes très techniques. Je pense que si vous êtes sur ma chaîne, vous savez très bien que c'est pas ma tasse de thé. C'est-à-dire, bon, il me dit ça, ça veut dire ça, donc du coup, je vais lui mettre tel protocole ou je vais lui faire tel test et puis je vais lui faire tel exercice. Pour moi, ça, c'est de la technique, ça m'intéresse pas, mais c'est un excellent moyen de prendre de la distance avec son patient. Si on ne le voit comme comme par exemple une problématique somatique, il a mal à la gorge. Il a mal à la gorge, est-ce que c'est viral, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, du coup je lui mets tel traitement, voilà, c'est assez technique. Je caricature le travail des collègues, des collègues médecins, mais pour moi il y a quelque chose d'assez technique là-dedans. Alors que on peut se référer à une méthodologie aussi, ou comment est-ce que je vais lui faire entendre ce qu'il est en train de dire, lui faire entendre ce que ça évoque comme lien avec sa propre enfance, comment est-ce que... Enfin voilà, dans cette méthodologie d'une stratégie de comment est-ce que je vais lui faire entendre et travailler telle ou telle chose. Ça aussi, c'est quelque chose qui met bien de la distance. Encore une fois, on n'est pas collé à la relation avec la personne. On est vraiment en train de réfléchir à une pratique, à une stratégie d'intervention particulière avec ce patient-là. Pas avec tous les patients de la même façon, avec celui-là. Comment est-ce que je me débrouille? Et ça, c'est une très bonne mise à distance aussi. C'est que on est dans un objet de travail, on est en train de déterminer à la fois de façon diagnostique et stratégique comment est-ce qu'on va intervenir. Tout ça, ça aide à mettre de la distance. Pour les analystes, c'est un peu différent parce que je disais que dans la méthodologie analytique, on va beaucoup travailler avec notre contre-transfert. Ce qu'on appelle le contre-transfert, c'est ce que nous dit le patient. Il faut quand même qu'on aille chercher un petit peu qu'est-ce que ça nous fait vivre. Parce que quelqu'un qui vous fait vivre toujours de la colère, du rejet, de l'agressivité, de l'énervement ou quoi, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va toujours rejouer des tentatives de séduction, des tentatives d'être le bon petit patient passionnant ou quoi que ce soit. Et tout ça, certains psy travaillent avec ça. Donc là, on a un peu derrière entre deux chaises. C'est à la fois on prend de la distance et à la fois on essaye d'être extrêmement conscient de ce que on est en train de vivre en tant que patient, en tant que psy. Voilà, le lapsus qui va bien. Qu'est-ce que je suis en train de vivre en tant que psy? Parce que s'il me fait vivre ça, c'est pas pour rien. C'est dans ce cadre-là, il est en train d'essayer de me faire vivre cette chose-là. C'est pas pour rien. Donc voilà, transfert et contre-transfert, mais analyser nos émotions, c'est aussi prendre nos émotions comme un objet qu'on a juste à analyser et non pas juste à vivre. Vous voyez, c'est encore une fois une technique pour prendre de la distance avec ce qui nous est dit. Ça nous impacte, oui, mais alors attends, je prends cet impact, je prends cette douleur qu'il est en train de me faire vivre et pourquoi est-ce qu'il me fait vivre ça? Et de mettre ça comme un objet parmi tant d'autres, mine de rien, ça permet aussi de ne pas y être assujetti, je pense, enfin si c'est le bon terme. Je l'ai dit, quelles doivent être ma ou mes relances? Ouais, voilà, d'un point de vue pratique aussi, de toujours réfléchir à quelle va être ma relance, comment est-ce que je vais lui dire ça. Je vais pas relancer la même chose, que je me trouve face à une problématique hystérique, que face à une problématique paranoïaque, que face à une problématique obsessionnelle, que face à un enfant, et réfléchir à la façon, à la forme qu'on va mettre pour renvoyer un même fond, ça aussi c'est quelque chose qui nous permet de toujours avoir
un petit peu de distance comme ça et reprendre un pas de recul. Après, je savais pas si je devais le mettre dans la pratique ou dans l'individuel, mais j'ai noté la prise de notes. La prise de notes est aussi quelque chose que beaucoup de psys vont faire pour justement avoir un peu de distance. Et je fais partie de ces gens-là. Du coup, j'embraye quand même avec l'individuel parce que comme je le dis, c'est à cheval selon moi. La prise de notes, ça peut être très 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 particulier. Il y a ceux qui n'en prennent pas parce que ils en ont pas besoin de quoi. Il y a ceux qui en prennent avec un papier, un stylo ou quoi que ce soit. Et puis il y a ceux, moi j'ai des collègues qui le font avec un ordinateur. Et pour avoir entendu des patients parler de ça et pour leur avoir dit, enfin voilà, je me permets de le redire ici, je trouve ça, mettre un écran entre soi et son patient, je pense que c'est on ne peut plus clair comme signification. Voilà, pour ma part, je travaille avec un papier, un crayon, je prends énormément de notes. C'est quelque chose qui m'a été appris par mon tout premier psychologue qui m'a pris en stage, quoi, quand j'étais en 3e année. Je disais ouais, mais je sais pas, j'arrive pas à moins parler. Et en fait, parce que je parlais beaucoup trop, il me dit prends des notes. Et en fait, j'ai commencé comme ça à prendre des notes, et ça fonctionne très bien en fait quand je sens que je suis en train soit de me déconcentrer, soit que je suis en train de commencer à trop être pendu aux lèvres de mon patient ou quoi que ce soit. Hop, je prends mon crayon et je note. Et les 3/4 du temps, c'est des trucs qui sont pas vraiment pertinents, c'est juste parce que c'est mon besoin à moi. De toute façon, mes notes, je les relis jamais, elles me servent entre guillemets à rien, si ce n'est à prendre cette distance dans le ici et maintenant de la séance aussi. Elles me servent à me recadrer quand j'ai ma pensée qui commence à partir un petit peu dans tous les sens, paf, je refixe les choses. Donc la prise de notes a cette utilité-là pour moi, en tout cas, mais pas avec un écran entre le patient et moi. Ça me fait embrayer sur le cadre de consultation. Le cadre de consultation est quelque chose aussi qui nous fait garder de la distance. Quand je reçois mes patients, moi, personnellement, en première séance, je leur dis toujours: je vous donne mon numéro de téléphone, mon adresse mail et tout, mais il y a 2 choses à savoir. Soyez bien sûr de 2 choses. Si vous m'envoyez un SMS, un mail ou quoi que ce soit, je suis tout le temps sur mon téléphone, donc j'aurai forcément l'information, ça, soyez-en sûrs, j'aurai l'information. La deuxième chose, c'est, soyez certains que je n'y répondrai jamais. Parce que j'ai pas envie de commencer à répondre à Pierre, Paul ou Jacques, j'ai pas envie de commencer à ce qu'on m'envoie des demandes et qu'on me dise des trucs de façon perpétuelle. Voilà, pour moi, les séances que je fais payer sont dans les séances. En dehors de ça, j'aimerais être tranquille, pouvoir me changer les idées ou quoi, ne pas être... enfin voilà, garder de la distance, tout simplement. Et donc du coup, ça fait partie de mon cadre. Autre chose, beaucoup de psys ne travaillent pas avec un bureau, pour ma part, je travaille avec un bureau. Tout le cadre que va choisir le psychologue, en général, c'est en fonction de sa propre sensibilité, de son propre besoin en tant que psy, de comment est-ce qu'il va imposer un cadre, enfin poser un cadre déjà pour l'imposer après, et le faire respecter parce que ça le protège lui en premier. Donc il y a vraiment cette histoire de cadre que l'on construit en tant que psychologue, qui nous aide beaucoup à garder de la distance et à prendre du recul avec nos patients. Et maintenant, je vais approcher un point qui me semble le plus fondamental avec la théorie, c'est quand même le fait de se faire suivre soi-même, d'être soi-même en analyse. Je pense que c'est vraiment très très important. De faire de l'intervision, c'est-à-dire de parler avec ses collègues des cas qui nous sont difficiles pour arriver à prendre un peu de recul, faire un pas de côté, retourner à la séance d'après avec quelque chose de nouveau, voire quelque chose de différent à mettre en route dans les séances, dans le travail. Et bien évidemment la supervision. Donc voilà. Il y a l'analyse personnelle, il y a l'intervision avec ses pairs et il y a une supervision avec quelqu'un qui vraiment
va aller chercher quelles sont nos propres limites, comment est-ce qu'on va devoir travailler ses propres limites pour pouvoir se remettre au travail avec notre patient, voir qu'est-ce qu'on n'est pas capable d'entendre, nous, de ce que nous clame notre patient durant la séance. La supervision nous fait entendre ces choses-là. Et parfois, elle va aussi nous faire entendre, mais là, vous êtes embourbé dans telle ou telle chose, sortez-vous de là. Et voilà, encore une fois, de la prise de distance. Tout ça, c'est une chose. Voilà, j'ai expliqué de mon point de vue comment, théoriquement, de façon pratique et de façon personnelle et individuelle, on prend de la distance avec nos patients. Je le redis, c'est pas exhaustif. Je ne peux pas parler à la place de tous mes collègues et pour ça, j'ai pas eu à me référer à des choses vraiment intéressantes. Donc, je me suis principalement basé là-dessus. Petite dernière chose qui me semble importante de dire, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, en tout cas de ce que moi j'en discute avec certains amis psychologues et de ma pratique personnelle, c'est que c'est pas tant les histoires les plus dures qui nous impactent. Des histoires difficiles, il y en a, ça c'est sûr. Parfois ça nous heurte, ça m'est arrivé parfois d'être tellement heurté en séance que j'ai pas pu retenir mes larmes. Ça m'est arrivé qu'une seule fois en plus de 10 ans, mais en tout cas c'était tellement difficile ce qu'il y avait à entendre ce jour-là de la part de cette personne que j'ai été dépassé et submergé. Mais sinon, c'est pas les choses les plus dures. On va prendre des cas de viol, d'abus sur enfants, des choses comme ça. Oui, c'est très très difficile. Mais je trouve personnellement que c'est quand ça vient résonner avec notre propre histoire en tant que personne que là, c'est le plus difficile de prendre de la distance. Pour quelqu'un dont les parents sont divorcés, les thérapies de couple ou quoi, ça peut être plus compliqué. Sauf si c'est une revendication, un sacerdoce que de devoir maintenir les autres en couple. Je sais pas, c'est peut-être un mauvais exemple. Mais quand l'histoire de mes patients vient trop toucher ma propre histoire personnelle, là, je trouve que c'est difficile et que la moindre petite babiole peut énormément me toucher. C'est comme si l'empathie était décuplée parce que ça vient résonner avec mon histoire propre. Et voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas quelqu'un qui a une histoire de vie absolument abominable. Quand c'est tellement éloigné de ce qu'on vit nous, de ce qu'on a vécu nous, je pense qu'on est capable d'avoir cette distanciation. Par contre, une petite babiole qui vient très exactement nous parler à ce que nous on a vécu, et là c'est plus difficile. Voilà. Bon, en tout cas, j'avais envie de rajouter ça à la fin. J'espère que, cher Wilfried, cela répond à ta question et je vous laisse marquer en commentaire s'il y a d'autres questions que vous vous posez sur les psys, sur leur pratique ou quoi, ou sur le suivi, comment est-ce que ça se passe, des choses comme ça. Mettez ça en commentaire et ça pourra faire le prochain sujet d'un psy pratique. Je remercie très chaleureusement les psychologues de l'extrême, oui, parce qu'il y a quelques psychologues, mais les tipeurs de l'extrême pour m'aider sur Tipeee et m'aider à continuer les vidéos. Je vous dis à très bientôt, mais d'ici là, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.